Bonjour messieurs, bonjour à tous, merci de votre présence. Je le disais, nous avons à relever dans le contexte actuel un défi majeur, baisser fortement nos consommations énergétiques pour faire face aux hausses des coûts d'énergie et en même temps penser à décarboner cette énergie. En sommes-nous capables? Et c'est donc vers ces messieurs de l'énergie que je vais me tourner tout d'abord. Monsieur Thérouane, pensez-vous qu'on en est capable donc de baisser fortement ses consommations énergétiques et en même temps penser à décarboner? Oui, Pauline, bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre accueil. Je crois que, comme vous l'avez dit, nous traversons une période inédite dans le secteur énergétique et nous sommes toutes et tous confrontés à un triple défi. Un défi économique, évidemment, hein, nous l'avons vu avec la flambée des prix tout au long de l'année dernière et la volatilité des prix de l'énergie, même si on constate un replat depuis quelques semaines. Un défi de souveraineté énergétique, comment faire en sorte d'être moins dépendant et de mieux gérer finalement nos productions et la couverture de nos besoins en énergie au plus près de nos territoires et même de nos bâtiments. Et puis, bien sûr, vous l'avez dit, Pauline, un défi écologique et environnemental, comment faire en sorte que chacun, à son niveau, contribue à, je dirais, la réduction de l'empreinte carbone de nos activités. Alors nous, énergéticiens, eh bien, nous répondons à ce triple défi par, je dirais, une triple solution ou trois leviers. Le premier levier, qui est redevenu un thème central ces derniers mois, c'est celui de la sobriété. Hein, c'est le thème de la journée et de la table ronde. Et évidemment, nous sommes là pour accompagner nos clients, nos partenaires, dans la recherche de réduction des consommations, j'en dirai un peu plus juste après. Deuxième levier qui est au cœur de nos métiers chez Engie Solutions, c'est tout ce qui tourne autour de l'efficacité énergétique, comment faire en sorte d'avoir les équipements les plus performants au service des usages du bâtiment. Et puis le troisième levier, c'est faire en sorte que pour l'énergie résiduelle nécessaire pour le fonctionnement du bâtiment, eh bien, nous apportions l'énergie la plus verte, la plus décarbonée, la plus locale. Alors, sur la sobriété, je dirais que l'année qui vient de s'écouler a été vraiment une année test et clairement ça a été l'occasion pour nous de relancer un certain nombre de messages et de campagnes aux côtés de évidemment un grand nombre d'acteurs du secteur énergétique et concrètement les résultats sont là. Nous constatons par exemple sur les bâtiments sur lesquels nous assurons la production de chaleur, autour de 15 à 20 000 bâtiments au total, nous avons constaté environ 5% de réduction de consommation de la chaleur entre le Q4 2022 et le Q4 2021 une fois corrigé des effets de température. Justement, Monsieur Jacquemart, je pense que vous pouvez le confirmer. Vous êtes donc directeur des nouvelles flexibilités pour le système électrique chez RTE. Vous étiez notamment en charge, je crois, du plan hiver. Donc, comment s'assurer en fait que nous aurons suffisamment de ressources pour faire face à une demande d'électricité qui va de plus en plus croissant finalement dans nos activités, dans notre secteur, alors que nous devons aussi faire des économies. Bien, merci. Alors, effectivement. Une situation sur les ressources énergétiques et pour ce qui me concerne électriques très particulière cette année et la perspective sur les 10 prochaines années est à peu près la suivante. C'est pour le moment nous avons un problème très conjoncturel lié à la disponibilité des centrales nucléaires qui va durer encore 2 ans très certainement jusqu'à 2025, ce qui fait que nous allons avoir des difficultés cet hiver. Alors je tiens à dire il n'y a pas eu d'alerte EcoWatt puisque nous avons lancé ce système-là cet hiver. Mais s'il n'y a pas eu d'alerte, c'est bien parce qu'il y a eu la sobriété, il y a eu les baisses de consommation, alors à la fois économiques et de confort. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas eu ces baisses de près de 8%, c'est tout à fait significatif. 8% sur le système électrique, un jour comme aujourd'hui, où il fait assez froid finalement, c'est à peu près 7 à 8 gigawatts pour les connaisseurs, c'est-à-dire 7 à 8 tranches nucléaires pour faire simple, dont on n'a pas besoin aujourd'hui, alors qu'on en aurait eu besoin en consommation normale une autre année. Donc c'est tout à fait significatif, raison pour laquelle nous n'avons pas eu besoin de faire ces alertes EcoWatt que nous avions prévues pour le moment, parce que la consommation a baissé avant les alertes. Donc tant mieux, et merci à tous ceux qui ont fait ces efforts-là. Mais donc ça, c'est une situation très conjoncturelle et vraiment liée à la disponibilité sur le parc nucléaire et des situations industrielles et techniques qui vont durer donc à peu près 2-3 ans, on espère. Ensuite, il y a quand même des moyens de production qui arrivent. Il y a eu un nouveau parc offshore cet hiver, il y en aura d'autres dans les années qui viennent. La centrale EPR de Flamanville devrait rentrer en service d'ici 2 ans aussi. Et puis, il y a de l'ENR onshore qui arrive, etc. Donc, la disponibilité de la production pour les prochains hivers devrait s'améliorer. C'est en tout cas la perspective que l'on a. Après, à moyen terme, comme vous le dites, on va décarboner. Donc, on aura une augmentation de la consommation d'électricité.
Et on le sait bien, c'est plus d'électricité pour moins de CO2. C'est vraiment l'antenne globale. On va diminuer d'ici 2050 la consommation énergétique de 40%, mais on va augmenter la consommation électrique de 30%. Donc plus d'électricité, et en gardant la souveraineté, et en gardant notre sécurité d'approvisionnement, et en faisant attention à ce qu'elle soit bien l'électricité décarbonée, ça passe par un seul sujet, ou deux, on va dire. Il y a l'efficacité énergétique, la sobriété pour limiter la consommation, mais aussi la particularité de l'électricité, c'est que ça ne se stocke pas. Et donc, le sujet, c'est de consommer au bon moment. Et c'est vraiment ce sujet du moment et des pointes sur lequel on a insisté cet hiver, qui est un sujet de moyen terme, de long terme. Et donc, je tiens, puisque je suis là dans une audience de spécialistes du bâtiment, à dire que dans la consommation d'électricité un jour d'hiver, le bâtiment, c'est 70% de la consommation. Donc quand je dis le bâtiment, c'est la somme du tertiaire et du résidentiel. Hein, mais toute l'industrie française, c'est 15% de la consommation un jour comme aujourd'hui. 15% seulement, toutes les usines de France. Les bâtiments résidentiels, on va dire, suivant les heures de la journée, ça varie, mais de l'ordre de 40%, et le tertiaire de l'ordre de 30%, on va dire, pour les heures ouvrées. Autrement dit, la solution est dans le bâtiment. C'est-à-dire, si on veut de la flexibilité demain, voilà, moi, mon message, c'est ça. C'est insistons sur la façon de gérer l'électricité. C'est majeur. On va passer aux pompes à chaleur, on va passer aux véhicules électriques, on va passer à plein de choses. Le tout, c'est de savoir le piloter. Et le piloter de façon régulière en pensant nos usages. Le chauffage, il y a quand même une certaine inertie. La ventilation, je suis persuadé qu'on peut davantage moduler. C'est vraiment la clé. C'est comme ça qu'on va y arriver. On va consommer davantage, mais sans augmenter les pointes. Alors justement, une fois ces constats posés, est-ce qu'il y a encore des freins que vous identifiez et justement, vous avez devant vous deux grands acteurs de notre secteur. Quel message vous auriez envie de leur faire passer, Monsieur Thérouane ? Ouais, écoutez, on travaille déjà beaucoup ensemble, en tout cas notamment avec le secteur du bâtiment, dans des opérations de rénovation énergétique. Nous sommes impliqués dans des opérations sur les systèmes énergétiques, mais pour aller encore plus loin et pour véritablement avoir le plus grand impact en termes d'économie d'énergie et de décarbonation, ça va ensemble. Nous sommes amenés à combiner nos savoir-faire avec évidemment les professionnels du bâtiment à travers des opérations de rénovation globale qui adressent non seulement le système énergétique, son pilotage, je rejoins mon collègue de RTE, c'est absolument essentiel, et évidemment le travail sur la façade, les ouvrants et tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de l'enveloppe d'un bâtiment. Et là-dessus, ce qui nous paraît essentiel, c'est de nous engager vis-à-vis de nos clients, donc les utilisateurs finaux du bâtiment, sur des résultats. C'est vraiment ça notre ligne de force, c'est de proposer des solutions, mais aussi et surtout d'en garantir l'impact et de s'engager dans la durée, dans la mesure, qui est absolument essentielle à nos métiers, dans la mesure de la performance, la récupération de la donnée. De ce point de vue-là, tout le digital et le développement de la IoT jouent un rôle essentiel. Mais c'est véritablement s'engager dans un programme de rénovation sur les systèmes énergétiques et plus largement sur le bâtiment, avec un niveau de performance à atteindre et un niveau de performance que l'on garantit dans la durée pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et puis avancer aussi à petits pas, peut-être pas forcément vouloir tout de suite. Bien sûr, et d'ailleurs, nous, notre quotidien, c'est ça. Il y a toutes les opérations de rénovation, mais il y a aussi le travail que nous faisons au quotidien dans le pilotage de la performance énergétique des bâtiments. Chaque année, nous faisons gagner autour de 2% de performance énergétique aux bâtiments que nous gérons. 2%, ça paraît peu, mais c'est comme les taux d'intérêt, c'est chaque année, ça se cumule. Et in fine, pendant 5 ans, 10 ans, ça peut faire des économies très substantielles. Et puis ensuite, effectivement, l'autre enjeu, c'est d'aller chercher les solutions 80-20. C'est d'aller, mettons, décarboner à 50, 60, 80%, pas forcément à 100%, parce que nous savons tous que les derniers pourcents, ils sont souvent chers à aller chercher et ils peuvent potentiellement aussi générer une forme de déception chez l'usager du bâtiment qui se retrouve potentiellement très contraint. Et alors, Monsieur Jacquemart, peut-être un dernier mot sur cette partie-là. Est-ce que vous voyez encore un frein, peut-être dans les financements aussi ? Les freins sont multiples. Le premier frein, c'est qu'on n'a pas eu l'habitude de gérer l'énergie de cette façon-là. On avait pris l'habitude que l'énergie avait cette forme d'abondance. Il y a en plus en France, je pense, un sentiment de fierté autour du système électrique, du nucléaire, etc. Donc on a parfois quitté la rationalité dans certains débats. Et donc on a l'impression que ce système-là, il est éternel et sans limite. Or, le but, c'est bien de se passer des énergies carbonées. Et 2/3 de la consommation énergétique en France, elle est carbonée, elle est fossile aujourd'hui.
Donc le but, c'est bien de passer à des énergies décarbonées. Il y a des gaz, il y a aussi l'électricité, donc il y aura des deux. Mais le but, c'est d'utiliser ces ressources-là le mieux possible, et donc il faut le penser directement. Les freins, ils sont parfois réglementaires. Moi, je regarde des sujets sur la ventilation, sur des choses comme ça. Si on veut moduler, ils sont beaucoup dans les esprits. Et puis, techniquement, on sait faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses pilotables qui existent aujourd'hui. Elles ne sont pas toujours pilotées. Donc, c'est aussi cette mise en œuvre-là. Et puis après, il y a des freins sur la valorisation. Il faut bien réaliser que sur beaucoup de sujets, on a la chance qu'on rejoint les 3 objectifs d'une politique énergétique. Pas mal de mesures sont à la fois efficaces sur la facture, sur le bilan CO2 et sur la sécurité d'approvisionnement. Et donc, je pense à des mesures en fin de journée, dans le tertiaire, où on peut baisser des consommations, des choses comme ça. Il y a des choses qui sont sans regret pour personne. Le tout, c'est que l'ensemble de la filière s'en parle et l'ensemble de la filière s'en empare. Mais que l'ensemble de la filière s'en parle, je pense que c'est vraiment le point essentiel. On le voit, la collaboration aussi entre tous les acteurs est nécessaire. Quelle réaction, messieurs Roussat et Bazin, face à ce que vous avez entendu? Comment est-ce que vous avez vécu, et vivez-vous encore d'ailleurs, cette accélération de la transition énergétique au niveau de votre groupe? Les conséquences sur notre secteur sont immenses, hein, on l'a vu, mais elles le sont d'autant plus qu'il est en première ligne. Monsieur Roussat, peut-être, allez-y. Donc je démarre. Bon. Comme vous voulez, hein. De toute donc, façon, on est là sur une discussion. Au-delà de la sobriété énergétique, il y a globalement comment est-ce qu'on peut réduire notre empreinte carbone au sens large. Et il se trouve que nous, dans ce qu'on réalise dans un groupe comme le groupe Bouygues, que ce soit pour l'habitation, que ce soit pour les routes, on a une production déjà d'empreinte carbone importante dans ce que l'on fabrique. Ensuite, on a l'empreinte carbone qui est générée par ceux qui utilisent ce que l'on réalise. Alors, on a pris conscience, et en tout cas, on a pris des mesures pour être capable de réduire globalement son empreinte carbone à partir de fin 2020. Précédemment, objectivement, ce n'était pas un sujet qu'on traitait nécessairement. Et il se trouve que c'est un sujet qu'on s'est mis à traiter sous l'influence de 2 parties prenantes, nos collaborateurs et nos jeunes collaborateurs qui ne comprenaient pas que l'on ne fasse pas des efforts particuliers pour réduire l'empreinte carbone de ce que l'on fabrique. Et deuxième, c'est toute la sphère financière, tous les investisseurs qui mettent une pression assez forte sur les entreprises pour qu'on réduise nos empreintes carbone. Donc pour les réduire, il faut déjà qu'on les mesure, ensuite on peut les faire certifier. J'imagine qu'on y reviendra tout à l'heure sur les différents organismes. Et en tout cas, à partir de ce moment-là, on a pris un certain nombre d'engagements fin 2020 avec une cible que nous avons à fin 2030 où on veut réduire de 30 à 40% les différents scopes, scope 1, scope 2, le scope 3A qui sont tous les intrants, c'est-à-dire tout ce que l'on achète pour être capable de faire ce que nous faisons, ce qui me met totalement en lien avec mon voisin de table, puisque nous ne pouvons... C'est toute une filière qui finalement est engagée pour réduire l'empreinte carbone qu'elle génère. Nous pouvons, nous, réduire la consommation des engins qu'on utilise, mais si les objets que l'on assemble ont eux-mêmes dans leur coût de fabrication carbone des facteurs trop élevés, ça ne va pas. Donc il faut bien que la totalité de la chaîne se mobilise pour être capable de réduire l'empreinte carbone que nous fabriquons. Et ensuite, il faut qu'on y mette à l'intérieur les capteurs, les capteurs qui vont nous permettre de piloter effectivement toute l'énergie qu'on consomme. Et ça, on voit qu'on est dans cette chaîne à nouveau globalement tous ensemble. Et c'est la somme des deux qui nous permet effectivement de réduire cette empreinte carbone. Mais j'insiste sur un point important, au-delà de toutes les réglementations, les 2 plus grosses contraintes que nous avons eues avant même l'évolution de la réglementation, c'est le corps social qui veut qu'on change et c'est nos investisseurs. Et ça met une pression extrêmement forte qui vous amène à bouger parce que sinon, il y a des choses, vous n'arrivez pas à vous financer correctement si vous ne faites pas ce genre de choses correctement. Oui, aujourd'hui, on ne peut plus ne pas avancer, hein, Monsieur Bazin, vous confirmez? Alors, une remarque et une digression, je suis content, Pauline, que vous soyez sur scène, parce que sinon, 4 hommes, on se sent un peu seul, et l'année prochaine, je vous envoie notre directrice de la stratégie ou notre directrice de la France, qui est une femme. Alors, voilà. pour être c'est important parce que honnête, je pense qu'on peut montrer que même dans le bâtiment, et je m'arrête là, on peut avoir des femmes au top niveau. En fait, nous espérions notamment Madame MacGregor, mais malheureusement, elle a été indisponible. Alors, sur la situation énergétique aujourd'hui, je crois qu'on prend conscience que le bâtiment, au sens large, il est au carrefour de la crise climatique, de la crise énergétique et de la crise sociale avec le pouvoir d'achat. Pour reprendre votre expression, effectivement, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas, et on sait bien, et c'est mesurable et mesuré, que isoler un bâtiment, finalement, c'est la première et la meilleure des réponses. On peut, ne serait-ce qu'avec une bonne enveloppe passive, baisser de 70 à 80% les émissions de carbone et donc l'énergie du bâtiment. Alors qu'est-ce qu'un groupe industriel comme Saint-Gobain fait? Nous, on s'est donné depuis 2016 un coût du carbone
Et donc, entre 2017 et 2022, on aura baissé de 28% nos émissions de CO2, alors même qu'on a fait beaucoup de croissance. Donc, c'est non pas à isopérimètre, mais malgré la croissance du groupe. D'ailleurs, si on le rapporte à 1 euro de résultat de Saint-Gobain, on n'est pas loin de 60% de baisse de CO2, donc de contenu de CO2 dans 1 euro de résultat du groupe. Donc, ça veut dire que c'est possible de faire de la croissance. Donc, on travaille sur nos process, on travaille pour reformuler nos produits, on travaille naturellement sur les énergies qu'on va chercher. On a plus de 60% de notre électricité dans le monde qui est verte maintenant. Et on travaille beaucoup sur l'économie circulaire, sujet qui monte en puissance et sur lequel il y a beaucoup à faire. Donc ça, c'est notre empreinte à nous qu'on cherche à minimiser avec un engagement sur la neutralité carbone en 2050 et des trajectoires en 2030. Et on travaille beaucoup sur l'offre, l'impact positif de notre offre qu'on peut mesurer, la durée de vie d'un bâtiment quand on l'a bien isolé. Donc c'est plus de 40 fois les émissions évitées par rapport à ce qui a été consommé en émissions pour fabriquer, installer, distribuer tous ces matériaux. Donc on mesure l'impact, c'est très très important de mesurer cet impact. Et puis on lance des offres nouvelles. On a lancé une première mondiale d'une offre bas carbone de vitrage, c'est 40% de CO2 en moins. Donc il y a aussi beaucoup d'initiatives pour continuer à faire évoluer les systèmes constructifs. On entendait parler de poteaux-poutres tout à l'heure, donc pas les vieux systèmes d'autrefois à murs pleins de béton, mais des systèmes constructifs différents. Et puis une offre aussi bas carbone pour aider nos clients. On a par exemple le plaisir d'avoir Bouygues qui utilise dans un des premiers bâtiments notre offre bas carbone Orae, qui est une première mondiale. Donc voilà, c'est à la fois minimiser notre empreinte et maximiser l'impact positif des solutions qu'on peut apporter dans le bâtiment. Alors justement, vous parliez des process constructifs. Si on veut, on l'a compris, on l'a vu dans cette première partie, un peu qu'il y a une transition énergétique qui se fait de manière un peu accélérée, mais il faut aller beaucoup plus loin. On parle maintenant de transition environnementale et toute cette accélération aujourd'hui fait qu'on avance aussi encore plus et il faut transformer ces process constructifs, comme vous le disiez. Il faut transformer les métiers, il faut construire mieux, décarboner et consommer des énergies décarbonées. Donc, comment est-ce que vous le mettez en œuvre, justement, par exemple, Monsieur Roussat, est-ce qu'on peut arriver justement à avancer encore plus là-dedans ? C'est des sujets sur lesquels on a quand même beaucoup évolué et avec des nouveaux produits qui nous permettent de travailler beaucoup plus facilement, notamment dans tout ce qui est béton bas carbone. Il y a encore 3 ans à peu près, lorsque l'on voulait utiliser des bétons bas carbone, c'est des bétons qu'on utilisait uniquement en coffrage le vendredi parce que la durée de séchage était trop longue et qu'on ne pouvait pas les décoffrer au bon rythme si vous les avez utilisés en début de semaine. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant derrière nous. On a maintenant des bétons, puisque dans la construction, le béton est un des facteurs de production d'empreinte carbone, l'une des plus importantes. Donc ça, maintenant, on a des solutions qui nous permettent d'avoir des bétons qui sont beaucoup plus performants. On a signé des contrats avec des sociétés pour avoir des productions de béton qui nous permettent d'avoir effectivement des réductions de 30% ou 40% d'empreinte carbone. On a le fait de pouvoir pousser la construction bois. On a pris un certain nombre d'engagements pour être capable d'avoir un pourcentage significatif de nos projets qui sont faits en bois. Et on voit que maintenant, on le fait chez Bouygues et on le fait même chez les concurrents qui étaient précédemment sur la scène, puisque si vous regardez une réalisation qui s'est faite en face du TGI, porte de Clichy, le bâtiment, c'est une ossature, c'est un noyau béton, tout le reste en ossature bois. C'est des choses qui sont de plus en plus répandues. On a l'ambition en 2025 d'avoir à peu près 25% de nos projets qui seront faits dans ce domaine-là. Donc c'est une façon à nouveau d'avoir une empreinte carbone qui soit plus basse. On a également des nouveaux matériaux, un certain nombre de terres que l'on utilise qui peuvent être assemblées et qui présentent des facteurs de solidité intéressants. Donc il y a une vraie volonté, puisque nous avons pris des engagements de réduction. Il faut maintenant que nous trouvions, et nous le faisons avec l'ensemble de l'écosystème, les matériaux et les méthodes de travail qui nous permettront. J'allais vous le dire justement, parce que c'est faire des matériaux nouveaux, cette mixité, il faut aussi que les gens sur les chantiers soient aptes à pouvoir les poser, à les connaître, à les comprendre. Quand on passe du béton au bois, il faut reformer l'ensemble des compagnons. C'est un nouveau système d'outillage, c'est des nouvelles façons de travailler. Ce sont éventuellement d'ailleurs, on a par exemple des choses pour leur permettre de travailler. Vous avez beaucoup de vissage qui se fait en plafond pour fixer un certain nombre de choses. Ça, c'est des troubles musculo-squelettiques que vous devez éviter en travaillant sur des systèmes qui vont leur permettre de ne pas développer de choses particulières. Il y a beaucoup de choses qui se font à genoux. Enfin, c'est des méthodes de travail qui sont assez radicalement différentes. On a formé beaucoup de compagnons. On a l'ambition donc de continuer à évoluer avec un message assez simple. Nos compagnons qui sont passés dans les ouvrages bois ne souhaitent pas revenir dans les ouvrages béton parce qu'au-delà de la production carbone qui est plus faible, la façon de travailler, l'environnement dans lequel on travaille est finalement pour nos compagnons plus agréable dans un environnement bois qu'il ne l'est dans le béton.
pour une raison assez simple. Par exemple, les sujets de poussière. Un chantier bois, c'est un chantier extrêmement propre. Par opposition à un chantier béton, je ne prétends pas qu'ils sont sales, mais en revanche, un chantier bois, c'est incontestablement beaucoup plus propre. Et donc, on a une vraie appétence de nos compagnons à pouvoir évoluer vers ce travail de bois. Et on a une structure qu'on a appelée WeWood, dans laquelle on forme nos compagnons pour leur apprendre les nouvelles méthodes de travail pour utiliser le bois. Et puis aussi, c'est penser des nouveaux modèles constructifs, de l'industrialisation, hein, Monsieur Bazin. Aujourd'hui, vous parlez beaucoup en solutions et non plus en simples produits. On raisonne effectivement en solutions pour apporter à des clients, à des architectes, une solution de façade. Alors, il y aura forcément évidemment du vitrage, de la plaque de plâtre, une façade ventilée, mais finalement, quelles sont les performances attendues, esthétiques, thermiques, acoustiques. Et nous, on raisonne en système intégré de matériaux. Donc il y a effectivement beaucoup de recherches aussi sur les matériaux. On a fait ce partenariat aussi sur des adjuvants pour du béton d'argile avec vous et à l'époque du ciment de laitier qui avait complètement substitué le clinker. Donc il y a beaucoup de recherches sur matériaux. On dépense un demi-milliard d'euros en recherche et développement. L'économie circulaire, c'est important. La laine de verre en France, elle est faite avec 55% de matières recyclées. Donc c'est extrêmement porteur. Donc il y a beaucoup d'initiatives, matériaux, systèmes constructifs différents, quelquefois préfabrication ou préassemblage en usine pour gagner du temps de chantier et puis s'adapter à toutes les postures, en neuf comme en rénovation. Le point qui est important, c'est qu'en fait, la totalité de l'écosystème s'est mis en mouvement. Une entreprise seule ne peut pas réduire l'empreinte carbone de ce qu'elle fait. Enfin, elle peut réduire l'empreinte carbone de ce qu'elle fabrique si elle le fabrique intégralement. Mais quand nous sommes assembleurs de solutions, il faut que la totalité de l'écosystème de la chaîne soit capable de modifier sa production d'empreinte carbone. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes les grandes entreprises sont en train de s'organiser pour réduire significativement l'empreinte carbone. On est tous passés par des SBTI ou des choses qui ressemblent, et on a tous des objectifs au moins 30 ou moins 40. Et un truc est sûr, c'est que tout seul, on ne peut pas. Et donc, on est intimement liés pour être capable de réussir à produire des choses qui sont moins polluantes en empreinte carbone. Ah oui, ce dialogue est vraiment essentiel. Maintenant, notre secteur qui était avant très en silo, finalement, on parlait beaucoup d'un secteur en silo. Aujourd'hui, c'est plus possible. En fait, il faut vraiment que chacun se parle plus rapidement. On a la chance dans le monde de la construction de savoir faire. Si vous demandiez à Bouygues une maison passive, vous savez faire. Ça peut être à Angers, à Manchester ou à Berlin, on sait faire. C'est vrai que notre difficulté, historiquement, ça a été d'agréger des chaînes de valeur assez fragmentées, de convaincre le particulier qui peut arriver sur une maison passive, de convaincre l'architecte, de convaincre le distributeur, l'artisan, l'industriel. Et donc, c'est cette capacité, notamment via les maquettes numériques aussi, à mettre tout ça bout à bout et avec la mesure de la performance, sur la sustainability, sur la performance, encore une fois, du bâtiment, de la rénovation ou du neuf, c'est ça qui permet d'avancer. Mais la solution technique existe, ce qui n'est pas le cas de tous les secteurs. Donc il faut aussi qu'on mesure notre chance. C'est que dans le monde du bâtiment, on sait faire. Après, oui, il faut mettre en branle une chaîne de valeur qui, historiquement, était relativement conservatrice et qui touche des millions de chantiers dans le monde. Donc il faut aussi, parfois, un tout petit peu de patience pour se rendre compte des effets d'échelle de la chaîne de valeur et dans le monde de tous les chantiers de la construction. On voit qu'il y a énormément d'opportunités. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'économie circulaire. J'aimerais qu'on s'y arrête un tout petit peu aussi parce qu'on parle beaucoup d'analyse de cycle de vie aussi maintenant du bâtiment. Il faut penser ces bâtiments bientôt. Donc, pour vous également, il y a ce point de la REP qui arrive là. C'est un point qui est quand même très important. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être quelques mots ? La REP, je crois que c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a énormément à récupérer dans les bâtiments au moment de la construction naturellement, mais aussi au moment de la démolition. Ça oblige toute la chaîne de valeur à s'organiser. On a par exemple aussi, je parlais du vitrage bas carbone, mais on a lancé une première en France qui est de la plaque de plâtre Infini 13. Bas carbone, c'est 50% de matière recyclée. Mais ça suppose d'organiser professionnellement et industriellement des chaînes de tri. Donc on utilise, nous, beaucoup nos points de négoce. On a 2000 points de négoce en France. Et on dispose 6-7 big bags au pied des chantiers pour séparer le PVC, l'aluminium, le plâtre, le vitrage, la laine de verre, etc. Donc c'est beaucoup d'organisation de filières. Et je pense que c'était utile de garder la REP. Ça ne va pas être parfait au 1er janvier ni au 1er mai, mais on va apprendre en marchant et ça va forcer l'ensemble en vertical de la filière à s'organiser. Ça oblige les industriels à savoir comment traiter les matières recyclées. Ça oblige à faire beaucoup de R&D. On a les 3/4 de nos programmes de recherche qui sont sur les sujets finalement de décarbonation. Système constructif, process bas carbone ou bien matières recyclées. Donc substituer du clinker avec du laitier, du haut fourneau dans des mortiers
ensuite pour faire du béton bas carbone chez Bouygues, avec des adjuvants Chryso, on a investi 4 milliards dans la chimie du bâtiment. Tout ça, c'est des solutions qui sont permises par l'économie circulaire, et la REP, finalement, est une contrainte qui nous force à avancer et nous force à nous organiser avec toutes sortes de modalités. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot peut-être sur l'économie sujet circulaire? Quand on prend j'ai visité un chantier récemment où lorsque vous réalisez un tertiaire, assez fréquemment, vous avez un investisseur qui porte le bâtiment, puis vous avez un preneur du bâtiment qui fait ce qu'on appelle les travaux preneurs et qui généralement commence par changer une partie de ce qu'on a mis au sol parce que ce n'est pas ce qu'il souhaitait. Typiquement, j'ai visité une réalisation récente dans laquelle tout ce qui a été mis en plancher, c'est de la récupération, puisqu'il est certain qu'à peine on l'a installé, on le livre et qu'automatiquement tout est recassé pour le refaire différemment. Ça, c'est des choses que l'on ne faisait pas il y a encore quelques années. Vous avez, j'ai visité également un autre chantier dans lequel on avait toute une récupération de blocs sanitaires, parce que c'est quelque chose qui est quand même extrêmement solide, ça s'use quand même pas extrêmement facilement. Donc toutes ces choses-là commencent d'exister. On a maintenant des plateformes d'échange dans lesquelles on peut facilement sourcer les équipements. Il faut qu'on passe le pas pour aller dans ce domaine. Alors ça, on l'a dans le bâtiment, et on a un autre secteur chez nous qui est extrêmement producteur d'empreintes carbone, c'est la réalisation des routes. On a maintenant des process qui nous permettent de fabriquer une route neuve avec une route vieille. Je m'explique. On est sur la route à refaire. Il y a un premier camion qui gratte la route. Il y a un deuxième camion qui traite ce qu'on a gratté. Il y a un troisième camion qui le réchauffe. Et il y a un quatrième, il y a un finisher derrière qui l'étale. Globalement, on a économisé tous les agrégats qu'on aurait dû faire. On a économisé toutes les norias de camions qui font des allers-retours avec les carrières. Tout ça, c'est des empreintes carbone en moins. Encore faut-il que nous acceptions, d'un point de vue réglementation ou d'un point de vue maîtrise d'ouvrage, il reste des freins quand même, que effectivement le conservatisme dont vous avez parlé tout à l'heure, où on veut parfois un caillou dans une route ou un caillou réutilisé ou un caillou neuf dans une route, très honnêtement, ça reste un caillou. Donc c'est quand même des choses sur lesquelles on peut aller par exemple beaucoup plus loin en taux de recyclage. On a besoin que la globalité du système accepte effectivement d'augmenter le taux de choses que l'on peut faire en recyclage. Bien sûr. Alors, parmi aussi le levier de sobriété et de décarbonation, on le sait quand même, le principal levier, il est sur l'existant et sur l'exploitation du bâtiment. Consommer moins et mieux, et surtout au final, habiter mieux aussi. Donc, il faut rénover plus vite, il nous faut habiter mieux, je le disais, penser différemment les usages du bâtiment. Quels freins ou leviers identifiez-vous sur cette partie-là, peut-être, Monsieur Bazin ? Alors c'est vrai que plus de 80% des bâtiments de 2050 qui doivent être neutres en carbone, ils existent aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça qu'il faut traiter. Moi, je pense qu'il faut complètement changer d'ordre de grandeur sur la rénovation énergétique. J'ai appelé plusieurs fois une sorte de plan Marshall. On a 5 millions de passoires énergétiques en France. On doit se dire qu'on les traite en 10 ans. Donc il faut changer d'ordre de grandeur, c'est-à-dire faire 4 ou 5 fois plus vite et plus. Il faut évidemment que les bâtiments publics soient exemplaires. 70% du sujet, ce sont les établissements de santé ou les établissements d'éducation. Donc ça, ce sont des cadres de vie qui doivent être exemplaires, et ça résoudra en partie le sujet de l'absentéisme, des démissions pour ces travaux et ces professions très exigeantes. Être enseignant ou être soignant, c'est très exigeant. Mais si on a un cadre de vie un tout petit peu plus agréable, c'est quand même un peu le préalable. Donc il y a un sujet d'exemplarité dans les bâtiments publics. On a une question de formation des artisans, d'attractivité des compétences. Donc ça, c'est très important de changer l'image du bâtiment qui a considérablement évolué. On utilise des maquettes numériques, on recycle des matériaux, on économise du CO2, on sauve la planète. Donc ça a beaucoup de sens, c'est local, on peut montrer la réalisation à ses familles. Donc le monde du bâtiment, il a embauché plus de 100 000 emplois sur les 18 derniers mois, donc ça veut dire que c'est une ressource d'emploi, et si on s'engage sérieusement à 10 ans sur la rénovation énergétique, c'est potentiellement 300 000 emplois locaux, compétents, relativement bien valorisés, qu'on peut attirer. Donc voilà, il y a tout un cheminement, mais il faut changer d'ordre de grandeur, il faut mesurer pour continuer de convaincre, parce que hélas, quelquefois, il y a encore des doutes que l'électricité nucléaire est abondante et qu'elle est infinie, et qu'elle ne coûte rien au coût marginal. C'est faux. Et en plus, ce sont des économies d'énergie qu'on peut faire tout de suite. Si on économisait 10% dans les bâtiments aujourd'hui, on économise 7 tranches nucléaires. Donc ça vous résout le problème de pic quand il y a un sujet de pic. Et mettre des pompes à chaleur dans des bâtiments mal isolés, ça va faire des pics, mais ça va être des catastrophes en termes d'efficacité énergétique dans les bâtiments. Donc il faut se convaincre que, certes, un nouvel EPR, ce sera bien, mais ça va prendre 20 ans, parce que le premier, il a démarré il y a 17 ans, il n'est pas encore en fonctionnement. Donc dans les 10-15 ans qui viennent, on peut sérieusement
baisser la consommation énergétique dans le bâtiment, améliorer le confort de vie, améliorer ce qui est un problème social grave, le pouvoir d'achat des ménages, retrouver un petit peu de souveraineté nationale parce qu'on l'a perdu quand on achetait notre gaz russe, mais aujourd'hui on l'achète au Qatar, aux États-Unis. Donc ça coche toutes les cases, le climat, la disponibilité énergétique, le pouvoir d'achat et la souveraineté nationale. Mais voilà, il y a un facteur d'accélération à mener. Il faut aussi simplifier un tout petit peu les procédures et garder des cadres stables. Je pense que la meilleure chose, c'est de se dire le monde du bâtiment est vaste et il se met en branle relativement lentement. Il faut de la visibilité, de la stabilité. Il faut ne pas mettre des verrous sur, par exemple, les artisans. RGE, c'est bien, mais les artisans, faisons confiance aux artisans. Ils sont compétents, ils sont bons. Et on n'a pas besoin de se dire il faut revenir à l'école. Donc il faut d'autant plus qu'il y en ait. Voilà, et repasser en travail administratif tous les 4 ans pour être qualifié RGE, c'est comme si on demandait à tous les camionneurs de France repasser le permis tous les 4 ans. On aurait beaucoup moins de camionneurs en France, ou à tous les infirmiers repasser votre certificat d'infirmier. On aurait un problème dramatique. Donc faisons confiance à la chaîne du bâtiment qui est compétente à 99%, et je pense que ce sera aussi un facteur d'accélération. Mais il faut changer d'ordre de grandeur. Donc aller plus vite, mettre beaucoup plus d'argent aussi, j'imagine. L'argent, il est disponible quand on voit ce qui a été dépensé sur le bouclier tarifaire, 50 milliards d'euros. Je pense que c'était absolument nécessaire et on aurait probablement dû en faire plus pour certaines populations, mais il y avait une partie de la population française qui n'avait pas besoin de payer son électricité au même coût que l'année d'avant. Donc on n'a pas envoyé de signal prix, ce qui aurait peut-être encore accéléré les efficacités et sobriété énergétique. On aurait pu prendre 10 milliards de ces 50 milliards pour accélérer sur la prime rénov', par exemple, de passer de 2,5 à 10 ou 12. Et là, c'est un vrai investissement et ce n'est pas de l'argent qu'on passe par la fenêtre et il faut recommencer l'année d'après. Donc il y a de l'argent, il faut bien le flécher, il faut faire confiance aux filières du bâtiment, il faut de la stabilité et de la visibilité. Et ensuite, c'est possible. Nous, on a, par exemple, je termine là-dessus, on a fait un programme pour nos collaborateurs, Agir durablement. Donc on a décidé pour 1000 collaborateurs de les aider à rénover leur maison, à titre personnel. On a pris les populations les plus à même d'être intéressées socialement par ça. On a baissé de 70% leur facture énergétique. Donc ça fait des diagnostics meilleurs, ça fait une revalorisation patrimoniale, ça fait des personnes qui ne sont pas absentes au travail le lendemain parce qu'elles ne sont pas malades chez elles. Donc c'est un cadre de vie et finalement une productivité ou une utilité sociale pour le pays qui est fondamentale. Donc l'argent existe, il faut bien le flécher et il faut accélérer. Bon, Monsieur Roussat, il faut aussi habiter mieux en ville et dans les aménagements aussi avancer. Je pense que globalement, on s'est rénové. On a des process industriels. On a développé, nous, un procédé qui s'appelle Bistrong, qui nous permet de rénover des lotissements assez facilement avec une rénovation énergétique qui est tout à fait satisfaisante. Le paradoxe de ce que je vais dire là, c'est que finalement, l'énergie chère est en fait, de ce point de vue, une bonne nouvelle, puisqu'elle permet d'avoir des ROI qui, d'un seul coup, au lieu d'être extrêmement longs et de nous amener à repousser sans arrêt les travaux, font qu'on se dit il y a un vrai gain à pouvoir faire les choses assez vite. Finalement, le coût du bouclier tarifaire, si vous prenez cette masse d'argent et que vous l'injectez dans le système pour rénover, vous faites des progrès spectaculaires. Et il se trouve que je pense que le déclic est maintenant produit sur le fait qu'il y a un vrai intérêt à se tourner vers cette rénovation. De toute façon, on a, avec la non-artificialisation des sols, on ne va pas pouvoir construire des choses neuves. Ça, c'est à peu près réglé. Donc on n'a pas tellement le choix, il va falloir qu'on réinvente la ville sur la ville, et il faut qu'on la rénove proprement. Et il se trouve qu'encore une fois, le coût de l'énergie est un des facteurs qui crée le déclic qui nous amène à faire les choses. Et on sait les faire. Alors, je crois que malheureusement, on arrive bientôt au terme de notre conférence. Monsieur Roussat, pour finir peut-être en un mot, votre état d'esprit justement actuel sur ce sujet-là, sur cette sobriété, cette décarbonation, peut-être en forme de conclusion, un état d'esprit. Premièrement, d'abord, ça donne beaucoup de sens aux collaborateurs. Et tout à l'heure, ça a été rappelé par Benoît, il se trouve que les filières du bâtiment sont parfois des filières dans lesquelles les recrutements, on a beaucoup de postes disponibles en permanence. Or, on a un métier dans lequel il y a beaucoup de sens parce qu'on participe véritablement à la décarbonation. Et nous avons des centaines d'opportunités, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement positif. La décarbonation est parfois présentée par certains comme une nécessaire décroissance pour faire des choses. Ce n'est pas du tout le sentiment que nous avons. Elle est au contraire bourrée d'opportunités. Il y a énormément de méthodes qui nous permettent de maintenant d'avoir des empreintes carbone plus faibles. Et donc, il n'y a plus qu'à faire. Et donc, on a devant nous un vaste chantier, au sens propre comme au sens figuré, dans lequel on a énormément d'opportunités de développement. Et nous sommes positionnés en France avec des entreprises qui savent faire ça et qui peuvent rayonner à l'international pour porter ce flambeau à l'extérieur. Oui, on peut dire que la France est quand même assez avancée sur ces sujets-là. Monsieur Bazin, vous êtes d'accord? Je vous vois
Oui, moi je suis optimiste et très engagé. Je suis le capitaine de l'équipe de 170 000 collaborateurs Saint-Gobain et ça donne beaucoup de sens. Notre raison d'être, nous, c'est Making the World a Better Home. On mesure l'impact de nos solutions, il est positif. Donc les équipes sont très engagées et je suis résolument optimiste. Effectivement, il y a un déclic. Maintenant, il faut accélérer, transformer l'essai et on sait faire. Donc avançons à toute vitesse et regardons l'avenir avec confiance. Mais c'est vrai que c'est la décennie qui vient qui doit véritablement marquer les choses et faire un saut quantique sur les sujets de décarbonation. Mais on avance vite et on a déjà des mesures tangibles, des succès. Merci beaucoup, merci messieurs. Alors je vais prendre juste le temps d'une question de la salle quand même.